Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. À l'heure de la distanciation sociale, le digital prend de l'ampleur. Mais comment? Quels sont les avantages à en tirer et les aspects à surveiller de près? Pour en parler, je suis avec Maître Hoffman, avocat au barreau de Paris et spécialiste de la propriété intellectuelle et digitale. Maître Hoffman, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Bienvenue sur Mandarin TV. Alors, à l'heure de la distanciation sociale, quelle est l'ampleur que prend le digital? Écoutez, je crois qu'on n'a pas le choix. Je suis un cabinet qui est spécialisé, comme vous l'avez dit, en propriété intellectuelle, en numérique. Donc, on s'occupe de toutes ces problématiques de data depuis un certain moment. Mais on dirait qu'on a découvert ça pendant le Covid. Je crois qu'aujourd'hui, on n'en a plus le choix et on se rend compte que c'est vital à l'heure du Amazon, du Alibaba, du Zoom, toutes ces choses-là qui, à une époque, nous, on utilisait et on développait nos clients. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, si mes clients ont des magasins en propre, en physique, sans le numérique, sans les marketplaces, ils ne pourront pas développer leur business. Et donc, c'est une autre façon. Je pense qu'on a gagné 10 ans par cette crise. Elle est évidemment elle a des mauvais côtés, mais on s'en sortira. Et en réalité, on va carrément se transformer. Et ces débats que j'avais avec des clients sur cette transformation digitale, et notre cabinet les accompagne dans cette transformation dans le numérique, dans les problématiques de data, en réalité, aujourd'hui, cette prise de conscience, il faut que je le fasse, là, on le fait parce qu'on n'a plus le choix. Alors, est-ce qu'on peut comparer le rôle que jouait le digital avant le confinement et le rôle qu'il joue pendant le confinement? Est-ce qu'il y a une différence énorme? Il y a une différence énorme, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des investissements qui doivent être faits, qui n'ont pas été faits. Vous parliez moi, je suis comme toute la journée sur les groupes WeChat. Avant, pour moi, c'est naturel, mais maintenant, aujourd'hui, tout le monde fait ça. Et paradoxalement, on voit plus de clients qu'avant, parce qu'avant, on avait des grèves dans notre beau pays, c'était difficile de se voir, et paradoxalement, on peut se faire 3, 5, 6 visios dans la journée, et paradoxalement, on voit plus de clients, voire même des clients qui étaient à l'étranger qu'on n'aurait pas forcément vus. Et c'est vrai que la différence, c'est qu'avant, on s'appelait, mais aujourd'hui, de se voir en visio, parce qu'on a cette démarche-là, ça ne crée pas le même lien. Alors, ça remplacera jamais le physique. Et en tant qu'avocat, je peux vous le dire, je parle avec beaucoup de clients. La difficulté que nous avons, c'est que rien ne remplacera l'humain, comme cet échange que nous avons là, et rien ne remplacera, j'allais dire, le premier rendez-vous. Parce que le problème de cette problématique, c'est que on est dans une logique de défense. Donc, une fois que la plante a poussé, c'est facile de la cultiver, et donc on n'est pas obligé de se voir et on peut continuer cette distanciation. Mais rien ne remplacera, et notamment chez un avocat, la première fois. Et le premier rendez-vous, moi je vous parle, j'avais un client pas plus tard que la semaine dernière qui est venu dans mon cabinet et j'ai échangé avec lui pendant 6 mois, pendant le confinement, et on a parlé de son dossier. Évidemment, je ne peux pas en parler, mais on a parlé de son dossier et on n'avait pas vraiment d'idée, enfin on avait une idée, on avait un axe. Le fait de se voir une demi-heure et d'avoir une vraie discussion et de partir dans tous les sens, lui comme moi, on a pu construire quelque chose. Donc, au moins, la première fois, essayer de se voir, si on ne peut pas faire une visio, mais donc on doit, et c'est la culture aujourd'hui qui est de l'omnicanal. On a des magasins en physique, mais on a aussi sa marketplace, son site internet, et on doit utiliser tous ces faisceaux. C'est la raison pour laquelle mon cabinet aujourd'hui, qui est spécialisé en propriété intellectuelle, je pense que vous avez une vidéo que vous diffuserez. Aujourd'hui, notre cabinet surveille tout ce qui est réseaux sociaux, fait des vérifications sur les noms de domaine, toutes ces problématiques-là. Pourquoi? Et ça, c'est fondamental. C'est que aujourd'hui, on attaque. Notre concurrent n'est pas forcément celui qui avait le magasin d'en face il y a une dizaine d'années, mais on peut y avoir des problématiques de piratage, d'usurpation d'identité sur les noms de domaine, et là, c'est des pertes de chiffre d'affaires sec. Si par exemple quelqu'un usurpe votre nom de domaine ou prend un petit nom de domaine et se fait passer pour vous et fait une vente à votre place et que la personne paye et qu'il vous appelle en hurlant en disant je vous ai payé, j'ai pas eu mon argent, et vous vous dites mais c'est pas moi, ok c'est pas vous, mais en termes d'image et de responsabilité c'est colossal, et on appelle l'avocat une fois que malheureusement le mal est fait et on peut plus faire grand chose. Et notre travail aussi, c'est d'aider les entrepreneurs en surveillant
les réseaux sociaux, en surveillant Instagram, Alibaba, tous ces sites-là, eBay, en surveillant aussi les noms de domaine pour voir s'il n'y a pas des petits cousins, des petits frères qui sont appropriés des noms de domaines similaires pour après prendre le travail d'autrui, et après il peut y avoir des conséquences économiques énormes, plus toutes ces questions de data, parce qu'aujourd'hui la data c'est le nerf de la guerre, et avoir un gros fichier avec beaucoup de clients, aujourd'hui c'est ça qui compte, et avoir une diffusion à l'échelle nationale voire mondiale. Alors concrètement, qu'est-ce que vous entendez par le digital par rapport à votre métier d'avocat? C'est-à-dire, quels sont les outils digitaux que vous utilisez le plus souvent? Alors, on va faire une évolution dans le temps. J'ai beaucoup de clients qui avaient des personnes qui avaient des commerces, beaucoup de commerces, et qui avaient des problèmes parfois avec leurs voisins. Donc, je fais de la propriété intellectuelle. On attaquait classiquement l'avocat. On peut envoyer des huissiers, on attaquait le concurrent. Aujourd'hui, les problématiques que ressentent les clients sont un peu différentes. C'est les problèmes, comme je l'ai indiqué, de possibilité de piratage, des problématiques d'usurpation. Et donc nous, notre travail, c'est par exemple, on a un client, il a son site, il a son nom, et on fait une offre globale, c'est-à-dire que de la même manière qu'il a un informaticien, nous, on a un logiciel au cabinet qui permet de surveiller son site, par exemple, ses noms de domaine, ses marques évidemment, et à chaque fois que, par exemple, il y a quelqu'un qui va essayer peut-être de le copier via les marketplaces, je pourrais l'identifier tout de suite, qui va essayer d'acheter un nom de domaine. On ne peut pas acheter tous les noms de domaine, mais il va rajouter un petit tiret, un .fr, il va rajouter un autre tiret, et il va du coup essayer de se rapprocher, de parasiter le client. Mon travail, c'est pas simplement, c'est comme un médecin, c'est pas simplement d'arriver en tant qu'avocat quand il y a le problème, c'est d'arriver bien en amont et de surveiller, d'aller voir un client et tous les mois en lui faisant un rapport. Attention, ton nom de domaine, il y a quelqu'un qui a acheté un nom de domaine similaire, et donc de le tuer à la racine. C'est comme une maladie. Ben justement, la question du nom de domaine, on va y revenir tout à l'heure. Alors, l'autre question par rapport à la digitalisation, c'est que est-ce que la digitalisation du travail d'avocat a des limites? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, bien sûr qu'elle a des limites, mais je pense qu'il faut jouer sur les deux. Ce n'est pas parce qu'il y a du digital qu'il ne va plus y avoir d'humain. Et paradoxalement, je me rappelle, moi, du temps des grèves, il y avait beaucoup de rendez-vous qui étaient annulés. Ouais. Et paradoxalement, pendant le confinement, on a fait 3 ou 4 ou 5, 6 ou 7 ou 8 ou 9 Zooms. Et donc, on a paradoxalement vu 10 clients dans une journée pendant le confinement et dans cette période un peu compliquée, parce qu'on va s'adapter. On est en général à l'heure, il n'y a pas de retard. On a un Zoom à 13h15, voilà. On fait le Zoom à 13h15. Pas comme un rendez-vous physique. Voilà. On dit, je suis désolé, je suis en retard, j'arrive. Bon. Ouais. Et donc, paradoxalement, on voit plus de clients. Mais, mais c'est une logique défensive. C'est-à-dire qu'on garde ses clients. Comment on fait pour en avoir des nouveaux dans cette période-là? Et ça, c'est un autre sujet. Et c'est la raison pour laquelle, par le numérique et par le digital, et par les offres qu'on peut offrir à nos clients, on peut se démultiplier. Et c'est ce que doivent faire aujourd'hui tous les clients et les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, si j'ai bien compris, la digitalisation, ça permet de fidéliser ses clients. En revanche, pour aller à la conquête de nouveaux clients, il vaut mieux privilégier les rencontres physiques. Pour être franc, c'est pas pour vous contredire, mais je pense que c'est les deux. On doit travailler sur tous les... Les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires. Et comment vous complétez justement? Alors, ça m'intéresse d'en savoir plus. Écoutez, moi par exemple, chaque mois, chaque semaine... Le premier rendez-vous, c'est physique. Après, vous mais si la personne ne peut pas... L'avantage du digital, c'est que moi, pendant le confinement, j'ai pu parler avec des clients que j'aurais jamais eu, un en Chine, un aux États-Unis, avec qui j'aurais jamais pu parler, mais parce qu'il y avait des plateformes qui nous permettaient de nous voir, au moins pour la première fois, se voir, et ça nous permet de toucher par le numérique des clients qu'on n'aurait jamais pu avoir. Jamais. Jamais j'aurais pu avoir quelqu'un de Chine, s'il ne me connaît pas, s'il n'y avait pas un intermédiaire et s'il n'y avait pas la visio. Parce que c'est pas un call la première fois quand on va s'appeler et qu'on se connaît pas. Donc ça va créer, au moins mettre un visage sur un nom. Mais
le vrai point, c'est qu'à un moment, il faudra se voir. La seule différence, grâce au digital, c'est qu'au lieu de se voir 10 fois ou 15 fois ou 20 fois, ma salle de réunion, elle est souvent vide. Avant, il y avait des rendez-vous toutes les demi-heures. Avant l'ère de la digitalisation, oui, on va je dire. pense qu'il y a une tendance depuis 4-5 ans où on vient moi voir l'avocat, ou plutôt on convoque l'avocat, on vient le voir. C'est plutôt lui qui va à votre rencontre, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas plus ou qu'on ne se parle pas moins. C'est comme le courrier. Avant, on avait ça de courrier. Aujourd'hui, on n'a plus de courrier, mais on a tout par mail. C'est une question d'époque, en fait. C'est une question d'adaptation, mais j'insiste, rien ne remplacera notre rapport. Aujourd'hui, on se voit en deux visu et on échange sur une problématique. Et mes clients que je conseille, il faut se voir au moins une fois de temps en temps pour d'abord pas créer un besoin, mais souvent, j'ai remarqué que quand on se voyait le client, d'abord on pouvait le rassurer, et souvent il dit « Ah ben je vous vois, ça me fait penser à quelque chose que j'ai en tête » et en général on règle le problème. Et donc, la culture de l'avocat aujourd'hui, c'est peut-être même de le consulter, et souvent on me voyait avant dire « Ah, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de toi ». Mais au contraire, il ne faut pas qu'il y ait un problème, il faut justement anticiper des problématiques pour qu'il n'y en ait pas plus tard. Parce qu'une fois qu'il y a un problème et qu'on vous a pillé un nom de domaine, qu'on vous a usurpé votre identité sur Internet, vous arrivez, vous avez perdu du chiffre d'affaires et on arrive, et on est des pompiers, mais on arrive après la bataille. Donc notre travail, justement, par le digital, c'est de surveiller tout ça, surveiller les réseaux sociaux, surveiller les marketplaces, surveiller en gros, avoir son client, surveiller son site. Et si quelqu'un veut usurper un nom de domaine, veut s'approprier, je vais identifier tout de suite qu'il y a eu un enregistrement de nom de domaine il y a 15 jours. Et plutôt que d'attendre que dans 6 mois, par ce faux site, je peux le tuer à la racine. C'est ça mon travail. Alors justement, votre travail, parlons-en de manière détaillée. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos différentes expertises? Alors, je suis un cabinet qui fait ce qu'on appelle de l'IP-IT, c'est-à-dire que je touche à tout ce qui est la propriété intellectuelle et le numérique. Donc, je m'occupe de mes clients en droit des marques, droit évidemment. Des marques, voilà. Donc, s'il y a des problématiques d'enregistrement de marque, des problématiques de contrefaçon, je fais des problématiques de brevets. Je m'occupe de tout ce qui est création, et je protège tout ce qui est les créations. Quelle que soit votre création, je la protège. Et s'il y a un problème, éventuellement une contrefaçon, mais qu'elle soit en physique ou via Internet, je suis là pour intervenir. Après, effectivement, dans le numérique et dans le digital, je m'occupe de toutes ces problématiques de data, parce qu'aujourd'hui, le data, c'est l'Eldorado, c'est l'or. Et donc, ces problématiques, évidemment, qui dit data, dit RGPD, toutes ces problématiques-là de surveillance, de contrat. Et donc, voilà à peu près l'expertise que fait mon cabinet. Voilà. Alors, donc, pour ce qui est de la, on va dire, des noms de domaine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, aujourd'hui, j'aurais tendance à vous dire que le nom de domaine, il est peut-être même plus important que la marque. Parce que vous pouvez perdre votre marque et on peut éventuellement la changer. Mais si je vous fais changer votre nom de domaine, ce qui veut dire peut-être changer votre email et votre adresse email parce qu'il y a un problème sur votre nom et que vous changez votre email alors que tout le monde vous connaît sous cet email, les conséquences sont dramatiques. Donc, on ne peut pas enregistrer des marques et surveiller à l'international un portefeuille de marques pour un client si en parallèle, souvent les clients disent « Ah, c'est bon, j'ai le nom de domaine, j'ai le .com, le .fr ». Mais en fait, le sujet, il n'est pas là. C'est que vous avez plein de sociétés qui déposent les noms de domaine, mais ils rajoutent un petit tiret, et donc à l'infini. Et notre travail aussi, c'est surveiller, c'est pas juste surveiller une marque, c'est surveiller aussi le portefeuille numérique d'un client et surveiller aussi ces créations qu'il peut faire, c'est les noms de domaine, donc s'il y a un nouveau nom de domaine, je vais l'identifier tout de suite, mais surveiller tout ce qu'il a fait sur Internet et ses créations, quel que soit le domaine, mais je vais pouvoir identifier sur les réseaux sociaux, sur les marketplaces, à n'importe quel moment, si un tiers va reprendre plus ou moins ce qu'il a créé, que ce soit sa marque, son design, son logo, sa création. Et si un tiers, bizarrement, utilise
le même produit, peut-être que moi, je vais l'identifier tout de suite et donc je mets dans ma base de données si c'est un ami, pas un ami, si c'est un client de mon client. Dans ces cas-là, ça pose pas de problème, c'est une liste blanche. Mais si j'ai des faisceaux d'indices, s'il vend un produit à 100 € et que j'identifie un produit à 4 €, je vais identifier tout de suite dans le seuil d'alerte qu'il peut y avoir une problématique éventuellement de contrefaçon ou de piratage. Et mon travail, c'est de le tuer tout de suite. Pas d'attendre qu'il y ait le problème et qu'il ait eu le problème, et donc j'arrive après la bataille. Et c'est ça justement le travail de l'avocat. C'est qu'avant, l'avocat, il allait en audience, il y avait le problème. Un travail de prévention, en quelque sorte. C'est comme un médecin. Ouais. Aujourd'hui, on ne voit pas l'avocat que quand il y a le problème, on doit l'anticiper, et c'est ça notre travail, où il y a du contentieux, évidemment, s'il faut aller à la guerre, mais il y a beaucoup de conseils. Alors, qui sont vos clients alors par rapport à des conseils qu'ils veulent recevoir dans le domaine, on va dire, par rapport au nom de domaine? Alors, je vais vous répondre que je fais une matière qui est assez vaste et donc peu importe la matière de mes clients, ils peuvent être dans le textile, ils peuvent être dans la création. Je plaidais une affaire de contrefaçon de bateaux. Ce que je veux dire, c'est extrêmement large. Aujourd'hui, ça m'est un peu égal. Après, j'ai des clients qui sont plus peut-être dans le luxe, dans le digital, dans le numérique. Ça concerne tous les domaines. Mais ça concerne tous les domaines. La propriété intellectuelle, c'est comme un avocat en droit du travail. Il défend peu importe la société dans laquelle elle est. Après, je défends par rapport à une matière. Donc, c'est assez vaste. Alors, vous travaillez aussi pour la communauté chinoise. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel secteur œuvrent vos clients chinois? Alors, à l'origine, j'ai eu beaucoup de clients autour d'Aubervilliers et à l'origine, c'était dans les problématiques, c'était dans le textile principalement et j'ai eu beaucoup de clients par ce biais-là. Mais aujourd'hui, mes clients ont évolué avec l'âge et avec la digitalisation et j'ai de plus en plus de start-upers, entre guillemets, ou de marketplace et de gens qui vendent sur Internet en plus de leurs magasins qu'ils ont en propre et qui diffusent dans leur commerce. Voilà à peu près. Donc, mais j'ai des clients très vastes, j'en ai certains en Chine également, qui, eux, sont plus dans le textile. Voilà. Et quels sont les problèmes auxquels ils sont souvent confrontés alors? Et pour lesquels ils viennent vous voir? À l'origine, c'était des problématiques de contrefaçon entre A et B, mais ça a beaucoup évolué. Entre eux, en fait. Entre eux, et ça a beaucoup évolué parce que ça, c'était des logiques d'attaque. Aujourd'hui, c'est des protections de territoire, protection de leur marque, protection de leurs réseaux sociaux, protection de tout ce qui est leur environnement digital, numérique, marque. Et donc, c'est nous aujourd'hui, et l'avocat doit s'adapter à ça. Et c'est pour ça que je travaille avec un informaticien sur ces questions-là, pour avoir l'expertise de comprendre à un instant T qu'un client, quel problème il a sur le numérique à un instant T, et j'attends pas qu'il ait le problème, sinon on arrive trop tard. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples concrets en fait? Par exemple, j'ai des anecdotes. Non, mais des anecdotes aujourd'hui par rapport, parce que l'objet c'est le numérique et c'est le digital. Moi aujourd'hui, j'ai des clients où je peux regarder en temps réel le nombre de copies qu'il peuvent y avoir sur tous les réseaux sociaux à un instant T, et je peux voir. C'est un logiciel de détection. Oui, de détection. Et je peux voir. Et ça marche. Et je peux identifier à un instant T, parce que souvent on vient me voir, on me dit j'ai un problème, j'ai vu sur Instagram. Tu peux me shooter. Mais en réalité, si j'ai shooté, mais qui revient dans 1 heure, ça ne sert à rien. Ou si j'ai shooté, mais c'est un petit, alors qu'il y en a un qui en fait 10 000 ou 15 000 ou 1 million, mais que je ne l'ai pas shooté parce que je ne l'ai pas vu, mon travail, c'est de l'identifier. Et quitte à shooter la publication sur Instagram, par exemple, autant le faire carrément à la source et à aller voir. Et surtout, mon boulot, c'est de taper sur les plus gros, parce qu'on ne peut pas lutter tout. Et aujourd'hui, je ne vous dis pas que je vais tout éradiquer, mais je vais vous dire que si on en éradique, on va être préventif, mais on va essayer d'attaquer les plus forts pour que le problème sera, on va dire, relatif. Alors, je reviens donc à la question des noms de domaine, parce que c'est un domaine dans lequel vous avez une forte expertise. J'aimerais bien savoir
si vous pouvez me citer aussi des exemples concrets pour que les gens, pour montrer aux gens qu'effectivement, il y a un travail de prévention à faire. Il faut prendre conseil auprès de spécialistes comme vous. Quelques domaines, quelques exemples pour montrer que voilà, grâce à ça, plein de problèmes ont été évités. Je vais vous répondre très. Souvent, les clients viennent en disant j'ai la marque, je voudrais la déposer en Chine et j'ai le nom de domaine, par exemple, en .fr ou en .com. Mais donc ils disent déposer cette marque. Donc nous, on va vérifier si la marque elle est disponible en Chine, par exemple. Mais si le nom de domaine en Chine a déjà été acheté, à quoi ça sert de déposer la marque si on ne peut pas s'implanter? Donc votre travail, c'est de vérifier. De vérifier tout ça, mais surtout de vérifier à une grande échelle. En réalité, c'est que les marques, donc finalement c'est là où le physique et c'est ce qu'on appelle l'omnicanal et le numérique sont étroitement liés et on ne peut pas faire l'un sans l'autre, ou c'est pas l'un et l'autre, mais c'est imbriqué. C'est que je vais vérifier sa marque si elle est disponible, mais je vais surtout vérifier tous les noms de domaine. Et donc, si le nom, l'un ne va pas sans l'autre, mais si, par exemple, il ne peut pas déposer ces noms de domaine où il a été pris, voire usurpé, j'ai peut-être mon travail, c'est de pouvoir récupérer les noms de domaine et de faire des procédures en ce sens pour que, si je lui dis d'y aller et de déposer sa marque et de s'implanter et d'investir, c'est qu'il a tous les leviers, pareil sur Instagram, il a tous les leviers pour pouvoir, sur les réseaux sociaux comme en physique, pour pouvoir la développer, sinon ça ne sert à rien. Et j'aurais tendance à dire aujourd'hui, c'est pas pour être provocateur, mais qu'il vaut mieux avoir un nom de domaine qu'une marque, parce que si on perd son nom de domaine, du coup, on devient invisible, et pareil sur les réseaux sociaux. Mais là, vous parlez uniquement par rapport à la digitalisation, par rapport aux réseaux sociaux, en fait. Oui, mais ça, hein. J'entends, mais aujourd'hui, c'est l'objet. Ça n'empêche pas qu'on puisse vendre en réel, mais à l'heure dans laquelle nous sommes de confinement, de couvre-feu, de déconfinement, de tout ce qu'on veut, par définition, les ventes, elles vont se faire via le numérique, via les marketplaces. Et donc, pour avoir de l'argent, c'est par ce biais-là qu'on va avoir, et on pourra quand même continuer à travailler et à livrer par ce biais-là. Parce que sinon, si on attend le client alors qu'on est confiné ou qu'on ne peut pas bouger, qu'il ne peut pas se déplacer, personne ne viendra. Et là, je vais vous poser une question de néophyte. Je me souviens, quand moi, j'ai eu à créer une adresse mail, ça se vérifiait assez facilement. Ou alors, pas une adresse mail, on va dire un code secret, voilà, un mot de passe. Souvent, quand je tape un mot de passe, l'ordi me dit spontanément, c'est déjà pris, je passe à un autre, etc. Et ainsi de suite. Est-ce que on a vraiment besoin de passer par un avocat pour ça? Alors, je vais vous répondre. En général, quand, vous avez la démarche parfaite du chef d'entreprise qui arrive. Au début, on n'a pas besoin de l'avocat pour déposer sa première marque. Laissez-moi terminer. On n'a pas besoin de l'avocat pour déposer sa marque, pour déposer son nom de domaine. Et quand on commence à grandir, à grossir, on vient voir l'avocat, on dit « Ah, mais c'est bon, j'ai la marque, j'ai le nom de domaine ». Alors, et là, on fait les vérifications. Parce qu'au début, vous n'êtes pas connu, donc tout le monde, vous n'allez pas avoir de problème. Mais si vous voulez la déposer, on va vous dire, mais vous avez déposé cette marque, mais vous n'avez pas déposé dans la bonne classe. C'est dommage, parce qu'il y a des classes, il y a des produits, donc vous auriez dû le faire. Ah ben je ne savais pas. Du coup, vous l'avez déposé en France, mais ce nom, ce signe, il est déposé en Chine. Pourquoi vous l'avez fait? C'est possible et donc que ce soit… Mais oui, et donc notre travail aussi, c'est pas juste de déposer, c'est de vérifier qu'à un moment, vous pouvez le faire, parce que le pire, c'est d'avoir à changer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, si on veut s'implanter, à dire je vais aller au Canada. Ah ben non, je ne peux pas y aller au Canada. Et donc le nom de domaine, moi, je ne gagne pas ma vie en déposant les noms de domaine, le sujet, il n'est pas là. Vous déposez votre nom de domaine, mais si vous avez 10 ou 15 noms de domaine similaires aux proches qui peuvent vous parasiter, peut-être qu'il ne fallait pas le faire au tout début. Et mon conseil qui vaut 0 € lors du premier rendez-vous en disant laissez tomber, passer à autre chose, en réalité, au début, ça n'a aucune incidence économique de changer de nom de domaine, de changer de marque et d'aller dans une direction, ça vaut 0. Mais une fois que vous avez investi
beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et que vous commencez à être connu, changez de nom au bout d'1 an ou 2 ans ou 3 ans, je vous retourne le problème, c'est Mandarin TV. Imaginez que vous puissiez plus utiliser Mandarin TV, prenons que cet demain, exemple concret. eh ben, imaginez qu'on vous dise vous ayez un problème et que vous soyez obligé de changer de nom. Vous avez beaucoup d'abonnés, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent sous un nom, vous êtes connu, et on vous dit Là, au bout de 3 ans. c'est le nom de marque, c'est pas le nom de domaine. Mais c'est la marque. Mais si vous perdez le nom de domaine parce que le nom de domaine il est pris ou qu'on vous a usurpé et que vous pouvez plus continuer sur la marque, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est pour ça que ces checklists de départ, elles doivent se voir. C'est pour ça que le numérique remplacera jamais l'humain. Vous avez d'autres exemples concrets comme ça? Par rapport au numérique? Oui, toujours au numérique et au nom de domaine. Eh bien, écoutez, le nom de domaine, moi j'ai plein de clients à qui on s'est fait passer pour eux. Et donc, avec leur nom de domaine, mais ou un petit frère, on rajoute un petit tiret. Vous voyez, on prend le même nom de domaine, mais on va rajouter un signe dessus. Donc, c'est carrément, on crée des faux sites. Et mon travail, ça a été de récupérer ces adresses et de les récupérer pour qu'elles redeviennent la propriété. Non seulement fermer les sites, mais aussi récupérer tous ces noms pour que le client les reprenne. Idem pour les hashtags, que mon client puisse les utiliser et les reprenne et que ça devienne sa propriété pour tuer dans l'œuf les problèmes. Mais si on ne surveille pas, je suis désolé de vous interrompre, si on ne surveille pas avant et qu'on vient nous voir une fois qu'il y a le problème, c'est parfois trop tard et il y a surtout des pertes de chiffre d'affaires nettes. Et là, nos auditeurs nous comprennent, c'est qu'on perd du chiffre d'affaires. Et là, on doit agir. C'est pas juste, ah ben non, je le ferai parce que j'ai pas envie. Si on le fait pas, on va à la perte. Mais là, le problème que vous venez de soulever, c'est sur les conséquences négatives. C'est surtout par rapport à la problématique de, on va dire, la contrefaçon. Ou pas de la contrefaçon, du piratage ou du plagiat. C'est ça, en fait. Mais toutes ces questions-là, aujourd'hui... Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, mais elles ont des incidences via le numérique. Et donc, finalement, à la fin, c'est des clients que vous perdez. Parce qu'ils vont chez d'autres. Et vous pouvez perdre des clients parce que vous n'avez pas été bon, qu'il y en a eu d'autres qui ont meilleur, c'est la vie. Mais perdre des clients parce qu'on s'est fait passer pour vous à l'heure de piratage de vos cartes et donc en termes d'image, c'est évidemment dramatique. Alors pour être un avocat spécialisé en protection du nom de domaine, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de compétences en informatique, justement? Parce que c'est très technique, hein? Je vais vous dire, j'ai évolué avec le temps et je ne l'étais pas à l'origine, puisque quand on démarre à la faculté, c'est pas ça, mais en réalité, on s'adapte au discours de nos clients. Et je vais vous dire comment c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'il y a un moment, j'ai un client qui m'a on attaquait des personnes physiques, des sociétés, en physique, j'allais dire en présentiel. Et lui, j'ai des problèmes sur les réseaux sociaux et tu vas pas pouvoir m'aider. Et effectivement, je me suis dit, si je ne peux pas l'aider sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça veut dire que je suis mort dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Très bon réflexe. Donc, c'est pour ça que je travaille avec des informaticiens. Mais le rôle aussi de l'avocat, c'est de dire, oui, c'est pas moi qui ai créé ce logiciel, j'ai pas honte de le dire. Mais en revanche, on est peu d'avocats à Paris à pouvoir exploiter et offrir ce service qui rapporte pas qui coûte pas beaucoup d'argent aux clients, ces surveillances-là. Mais en revanche, c'est un rôle de prévention qui est fondamental. Alors, est-ce que vous avez des projets pour le développement de votre cabinet pour les mois à venir par rapport à la situation actuelle? Eh bien, écoutez, c'est assez simple. On va profiter du couvre-feu, mais ça ne change rien. Mais au contraire, le mettre en exergue. Notre cabinet offre un service de surveillance des réseaux sociaux. Et de la même manière qu'on surveillait votre marque, et on le fait encore, on surveille en fait tout votre panorama numérique. Et on peut identifier à un instant T qui va plus ou moins se rapprocher de vous via la data. Et votre surveillance, est-ce que ça se limite au territoire, on va dire, européen ou bien c'est dans le monde entier? C'est évidemment dans le monde entier, puisque comme on surveille Internet, donc on a évidemment accès à tout. Vous évoquiez tout à l'heure l'exemple de la Chine. On surveille dans le monde entier. Et d'ailleurs, si les clients ont des problèmes dans certains pays, plus la Chine ou l'Inde ou peu importe,
on peut axer notre surveillance plus par rapport à un endroit identifié. C'est ça qui est assez... Parce qu'après, on ne peut pas lutter, on ne peut pas tout arrêter, mais notre travail, justement, c'est d'identifier les produits phares du client et de voir par rapport à une région géographique s'il a plus de problèmes que d'autres, voire même s'il peut s'implanter plus facilement. Oui, mais si votre client français a un problème avec, on va dire, un partenaire chinois qui se trouve en Chine, eh bien, comment vous pouvez résoudre ce problème-là? S'il faut, par exemple, passer par la case du tribunal. Non, justement, on ne passe pas par la case du tribunal. Notre travail, c'est tout simplement... Ah oui, vous, c'est que la prévention. Mais si, par exemple, par imprudence, un client n'a pas su qu'il fallait se protéger en amont, et bien en aval, il se retrouve avec un problème. Alors, mais je reste un avocat, je vais dans les salles d'audience et je plaide. Oui, mais en fait, si le client se trouve, enfin, si le partenaire avec qui il a des problèmes se trouve en Chine, comment on fait alors? C'est la raison pour laquelle s'il y a un problème d'extranéité, c'est encore plus compliqué. Et c'est pas moi qui vais vous pousser à faire un procès qui va être long, qui va être coûteux, mais par le digital, si je peux déjà couper le robinet, j'ai déjà gagné.